3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bastien Dreux est avec nous, le responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Nicolas Gottsman est avec nous, le responsable de la stratégie macro de la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et Thierry Gill nous accompagne, le président de Raymond James France. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Merci d'être là messieurs, bienvenue. Thierry, commentaire, vous êtes spécialiste, grand spécialiste du marché américain. Trump reste quand même imprévisible. C'est vrai que coup sur coup, on a des annonces qui impactent alors le marché immobilier, en tout cas les grands fonds qui investissent dans l'immobilier américain. Et puis l'histoire de la défense aussi est très intéressante. Je disais, la carotte et le bâton, enfin tout dépend dans quel ordre on prend les choses. Il a commencé par taper hier en annonçant qu'il allait interdire les rachats d'actions et les dividendes versés par les grands groupes de défense aujourd'hui. On en a cité quelques-uns dans le point bourse de Pauline. Pour quelques heures plus tard, annoncer sa volonté de doper le budget de la défense américain, le premier du monde déjà, de 50% à horizon 2027. Trump a fait du Trump. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc encore une fois, on l'évoquait tout à l'heure, il faudra quand même qu'il passe par l'accord du Congrès, ce qui va prendre quand même, ce qui va à mon avis risque de je pense doucher un petit peu ses ambitions en termes de budget. Il va essayer de mettre en place 1,5 trillion, qui est effectivement une somme considérable. C'est un petit peu prématuré, je dirais, aujourd'hui, de savoir exactement quelles seront les cibles d'investissement. On sait qu'il y a une volonté de reconstruire toute la partie de la flotte marine, les porte-avions, etc. Mais je crois qu'il faudra donner un petit peu de temps au temps pour savoir exactement quels seront les véritables bénéficiaires par rapport aux acteurs qui ont été cités par Pauline précédemment. Bon. Et l'idée qu'on va aussi, garder le contrôle sur la manière dont ces groupes de défense allouent leur cash flow. Enfin, je veux dire, ça aussi, c'est du Trump dans le texte. C'est le trade-off classique trumpien. Oui, on n'y croit pas. Le plus bel exemple que je puisse vous donner, ça ne concerne pas le secteur de la défense, c'est le secteur de l'énergie. Tout le monde se souvient du drill, baby drill. En fait, personne ne fort. Et donc, il a beau donner des instructions tous en amont, les gens font... Enfin, les groupes ont réagi hier, quand même. Les valeurs ont réagi. C'est une chose. Ça, c'est les réactions boursières. Beaucoup de traders qui réagissent à court terme. Sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes dans le pays maître du capitalisme et les premières personnes à qui on doit rendre des comptes, ce sont les actionnaires. S'il n'y a pas de justification aujourd'hui, pour continuer sur le pétrole, il y a beaucoup de sujets en ce moment qui sont abordés compte tenu de ce qu'il s'est passé au Venezuela. Il faudra des garantie pour tous les acteurs sur place d'une stabilité politique pour être certain qu'un certain nombre d'acteurs vont y revenir. On ne les prendra pas à deux fois. Aujourd'hui, il n'y a plus que Chevron qui est présent sur place. On a vu en call dérivé pas mal d'autres acteurs en ont bénéficié, dont Valero, qui devrait être un des premiers acteurs dans le raffinage, en bénéficier parce que c'est du lourd, c'est du pétrole lourd, donc les Américains, c'est ce qu'ils savent le mieux raffiner. En fait, c'est pour ça aussi qu'ils ont... pareil pour la matière première. Leur pétrole est beaucoup plus léger, donc mélanger du pétrole lourd et du pétrole léger, ça peut donner effectivement le mix parfait pour les raffineries américaines. Les plus grosses marges, en fait, sont réalisées sur du lourd. Voilà. Donc, comme c'est le cas du pétrole vénézuélien, ça devrait être bénéfique. Mais là aussi, il faut se donner un petit peu de temps. Mais parce que... vous dites, ces groupes pétroliers américains, ils n'iront pas, évidemment... sans conditions et sans un environnement qui leur permettra d'opérer et d'opérer dans la durée dans un pays comme le Venezuela. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il y a des acteurs comme Chevron qui est déjà présent sur place, c'est le seul. Mais si vous voulez voir arriver d'autres noms comme Exxon, comme Conoco et d'autres acteurs aussi pour les plateformes, pour le forage, il faudra avoir un petit peu de garantie. Voilà, ils vont pas y aller tout de suite. Donc encore une fois, les cours boursiers ont réagi très vite. Vous savez très souvent comment ça se passe. On agit d'abord, on réfléchit après. Il faut donner un petit peu de temps là-dessus. Pour l'instant, il y a quelques acteurs qui ont tenu sur le rebond, dont Schloom, dont Chevron. Mais il faudra encore un peu quelques temps. Et sur l'immobilier, parce que là aussi, les cours de bourse de Blackstone, KKR ou d'autres ont quand même pas mal dévissé hier quand Donald Trump a affiché sa volonté de bannir ces grands investisseurs institutionnels d'une partie du marché immobilier américain, celui des maisons individuelles. Toujours, je le précise bien sûr, mais toujours avec la logique que les élections arrivent et que le sujet principal domestique aux États-Unis, c'est celui de l'affordability, comme ils disent. Voilà, c'est la capacité qu'ont les acteurs de pouvoir acheter leurs biens. Il faut savoir, alors c'est les données qu'ont donné nos analystes américains ce matin sur le secteur de l'immobilier locatif. Je précise, les institutionnels ont moins de 1% du marché. Donc c'est pas eux qui font la main, qui font en fait vraiment la véritable tendance. Sur le reste, ça sera à voir. C'est un des sujets en fait, comme vous l'avez souligné à l'instant, sur les enjeux des élections de mi-mandat.
que, en théorie, je dis bien en théorie, Trump devrait perdre, vu que depuis maintenant 24 ans, il n'y a eu qu'une seule fois un président élu dont la majorité a été reconduite, sinon il les perd systématiquement. Et vu les majorités relativement faibles qu'il a, tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants, il y a peu de chances qu'il les emporte. Donc il faut qu'il arrive à reconvaincre une base de son électorat. Aujourd'hui, il est beaucoup plus focus sur l'international que sur le domestique. Les mesures d'hier devraient aller dans ce sens-là. Sur l'immobilier, un des points clés, c'est les taux des mortgages, des prêts immobiliers, le 30 ans. Vous êtes sur des niveaux de 6,3, 6,30. On dit qu'il y a un effet de seuil si on passe en dessous de 6. Je ne sais pas si on ira, si les données économiques continuent à être aux États-Unis aussi bonnes qu'elles le sont. Il y a peu de chances que les taux de mortgage baissent de manière sensible. Et là, il part perdant, là, pour vous, à ce stade, en vue des élections de mi-mandat. Enfin, l'histoire nous dit qu'il part perdant. Parce que perdre pour Trump, c'est pas une option. Non. C'est jamais une option. Et même quand il perd, il dit qu'il a gagné, vous le savez. Non, Trump, nous on le dit depuis un an déjà. Chez nous, c'est une conviction. On a fait nos analystes, enfin encore une fois, notre analyste politique qui est à Washington, Ed Mills, a fait une étude assez profonde à ce sujet-là. Et en fait, il perd toujours les élections. Voilà, il y a un tiers du Sénat qui va être réélu. Il a que 3 sièges d'avance. Les dernières élections qui sont intervenues récemment en novembre-décembre, il les a toutes perdues. Alors, il ne faut pas dégager de ce qui s'est passé là une tendance plus lourde, mais je crois qu'il va devoir, dans les prochains mois, mener une vraie politique vis-à-vis de son électorat. Et il a quand même été élu aussi pour reconstituer du pouvoir d'achat pour ces gens-là. Il ne le voit pas aujourd'hui, la croissance économique américaine. Et le temps pour redresser ou modifier la perception est un temps relativement court. Je ne sais pas, en jouant sur le pétrole, en jouant sur les maisons, sur les mortgages, sur les taux de la Fed, bien sûr. On aura l'occasion d'en discuter. Mais en essayant d'actionner tous ces leviers en même temps, est-ce que ça peut passer en novembre, quoi? Alors, je n'ai pas la réponse exacte à cette question. On verra. On sait que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il voulait que le pétrole baisse. Il a baissé, je crois, près de 20% l'année dernière. Les taux baissent, mais est-ce que le mouvement va se poursuivre? On en parlera peut-être tout à l'heure. Nous, il y a une repentification de la courbe des taux. Les taux courts vont probablement baisser encore à définir 25-50 BP. Voilà, les taux longs, pas forcément beaucoup. Voilà, donc tout ça va faire en sorte... Mais le consommateur américain, quand on regarde la picture globale, se tient bien. Sauf qu'il y a vraiment ceux dans le haut du panier qui se tiennent bien et les autres sont laissés pour compte. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il faut qu'il aille rassurer ces gens-là. Si jamais l'emploi se poursuit sa dégradation, ça va être compliqué pour lui. Ouais. Bon, parlons de ce qui va être le fil rouge de cette année 2026, Nicolas. Oui, la perspective des élections de mi-mandat. Mais je reviens quand même à l'idée de doper le budget de la défense. Un des moyens de le faire, suggéré par Trump, c'est d'utiliser par exemple la manne des tarifs. Alors, la manne des tarifs, elle peut servir à tout dans le monde de Trump. La question très immédiate, c'est de savoir, est-ce que cette manne des tarifs, elle est réelle ou est-ce qu'elle disparaît demain avec une décision de la Cour suprême ? Effectivement, demain, on a cette décision-là. Et, par contre, ce qui est effectivement assez amusant, c'est que je pense que cette manne-là, elle a déjà servi à plusieurs fois dans la tête de Donald Trump à plusieurs choses différentes. Donc, la dernière chose, c'est pour soutenir la défense. Mais le problème là maintenant, je pense qu'il est plus global, parce que si on enlève les tarifs pour Trump, évidemment, le premier point, c'est qu'il pourrait en remettre d'autres avec d'autres sections, d'autres supports légaux. Donc on repart dans un brouillard tarifaire. Justement, je pense que pour les mid-terms, ça va être très compliqué, parce que de se remettre dans ce schéma-là, devoir faire des enquêtes d'abord par le Trésor et les remettre en place, on les remettrait en place juste avant les élections, donc avec un risque encore de propulser encore un petit peu l'inflation un petit peu supérieure, alors qu'elle pourrait baisser là maintenant si on n'avait pas les tarifs. Donc là, on a un problème, on va dire, plutôt politique qui l'encouragerait à ne pas le faire, mais quand on regarde la stratégie américaine et surtout la photo globale de ce qui se passe au niveau macro, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on a, si on prend le monde depuis 2020, on va dire tous les pays ont dû s'ajuster d'abord à la situation inflation Covid, donc avec des taux réels relativement élevés, sauf un acteur, la Chine. Et cet acteur-là, justement la Chine, donc produit une guerre commerciale sur le monde entier avec des excédents qui sont absolument hallucinants aujourd'hui, avec une devise qui est extraordinairement faible, avec des taux également très faibles, et donc il y a une position d'agresseur, on va dire, en chef dans le commerce mondial. Par rapport à cela, on a différents acteurs. Alors en Asie, la réponse par rapport à cette situation-là, c'est principalement des devises très faibles. On le voit au Japon, on le voit à Taïwan, en Corée, enfin à peu près partout, justement pour pouvoir essayer d'absorber une partie du choc. Au Japon, on va également essayer de relancer par rapport à ça. Et aux États-Unis, la réponse était on a relevé les taux réels, mais pas au point de casser la demande. Donc on a une demande qui reste là, mais si cette demande-là sert à alimenter la Chine, c'est pas forcément une bonne solution. Et donc les tarifs étaient justement un rempart par rapport à ça. On garde une demande consistante, mais avec des tarifs.
Par contre, si on enlève les tarifs, du coup, on a quelque chose qui est plus problématique, on va dire, dans la structure. Et donc, je pense qu'il va avoir besoin de faire quelque chose. Et donc, soit on pourra avoir une réponse de la part du Forex, en gros, par le Trésor. Bon, on va pas décider comme ça, mais c'est quelque chose, un ajustement qui pourrait se faire. Mais ce qui permet, en fait, quand on voit ça, ça permet aussi de relativiser ce qui se passe aujourd'hui en Europe, parce qu'en fait, tout le monde réagit, sauf un acteur, donc qui est là et qui arrive, donc, qui est sans tarif, qui a une politique monétaire qui est, pour moi, extraordinairement stricte et qui est même aujourd'hui la plus stricte du monde, et qui donc se présente dans ce monde-là avec la devise la plus forte, et donc qui est sans protection, avec la devise la plus forte, qui ne réagit pas et qui se fait tailler en pièces de tous les côtés. Dans un monde de prédateurs, l'approche voilà, c'est l'Europe. On va discuter de l'Europe. Mais je reviens sur la question de la décision de la Cour suprême. Enfin, il y a des attentes particulières. Enfin, oui, c'est très attendu comme décision, mais enfin, on a déjà un biais par rapport au rendu de la décision elle-même. Pour l'instant, le consensus, c'est que oui, les tarifs qui reposent sur le EIPA, donc sur cette législation-là, vont tomber. Par contre, pas forcément de remboursement. D'accord. Mais ça veut dire qu'il ne pourrait pas reproduire la base légale, en tout cas. Voilà, il devrait aller sur d'autres bases légales qui, pour le coup, en fait, là où c'est intéressant, c'est que les tarifs actuels, notamment sur la Chine, reposent sur d'autres législations, principalement. Et donc, ce serait plutôt des tarifs, notamment ce qui repose sur l'Europe, sur le Japon, qui pourraient tomber, par contre pas sur la Chine. Et donc, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus conforme à ce qu'on avait précédemment, également. Et donc, la question après, ça sera de voir si Trump voudra continuer à vouloir sanctionner tout le monde ou si vraiment on se concentre sur la Chine ou pas. C'est une décision importante de la Cour suprême. Oui, bien sûr. Non, mais Bastien, oui. Bon, c'est bien sûr que c'est une décision importante. Après, bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que les droits de douane réciproques vont se faire retoquer demain par la Cour suprême. Après, la question du remboursement, on ne sait pas. C'est vraiment une wildcard, quoi. Si ça arrive, ça voudrait dire que il devrait y avoir un remboursement aux alentours de 150 milliards dans ces eaux-là, ce qui fait que même pour un pays comme les États-Unis, c'est beaucoup. Quoi. Ouais. Ça fait un choc, une quand bonne même, partie, une bonne fraction, on va dire, du déficit. Et on pourrait avoir des tensions sur les taux longs fortes qui suivraient cette décision de remboursement, enfin de demande de remboursement. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver demain. On ne sait pas, franchement, pour le remboursement. Après, je pense qu'on aura plus une phase de volatilité de court terme sur le sujet des droits de douane, parce que il y a les midterms, on en a déjà parlé, qui vont être très compliqués pour lui. Évidemment, il y a d'autres sections qu'il peut actionner, mais comme la section 122, qui lui permet de remonter les droits de douane de 15 points pendant 150 jours sur tous les pays du monde en cas de crise de liquidité importante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il pourrait faire. Mais redevenir aussi agressif ou plus agressif qu'il ne l'a été. Tariffman, à ce moment-là, c'est pas la bonne idée politique. La bonne idée par rapport aux midterms qui arrivent. Il est déjà très mal dans les sondages. En fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a sur les 20 midterms, il y en a 18 pour lesquels les présidents en exercice ont perdu des sièges. Voilà. Enfin, les choses sont très compliquées pour lui. Il y a un truc presque physique, mécanique autour de ces élections de mi-mandat, quoi. Oui, exactement. Ouais. Et puis, il y a, de toute façon, on parlait un peu tout à l'heure, l'économie en cas. Les ménages les plus défavorisés souffrent pour plein de raisons différentes en même temps, parce qu'il y a l'affordability, l'immobilier coûte cher, parce que les droits de douane, c'est surtout eux qui les subissent, parce qu'eux n'ont pas d'effet de richesse qui proviennent des actions, alors que les ménages les plus aisés, les choses se passent relativement bien pour eux. Et toutes ces choses-là mises bout à bout, le pénalisent très fortement. Et on le voit dans les élections spéciales qu'il y a eu, les élections locales qu'il y a pu y avoir, intermédiaires qu'il y a pu y avoir en 2025, les Républicains ont perdu à chaque fois au moins 20 points, au moins. Donc les choses risquent d'être très compliquées pour lui. Et il faut... Et sa belle et grande loi budgétaire ne permet pas de réconcilier les deux cas de l'économie, mais ça risque de les accroître encore. C'est même complètement le contraire, parce que de toute façon, ça a surtout reproduit l'existant pour les plus aisés, et pour les plus défavorisés, on a des coupes dans les subventions d'assurance santé, dans les bons alimentaires, il y a des petites coupes aussi, et donc cette partie finalement de l'électorat serait très défavorisée finalement par cette grande loi budgétaire américaine, quoi. Bon, et puis peut-être aussi une perception des ménages, de l'électeur américain vis-à-vis du marché du travail qui est différente aujourd'hui. C'est la semaine des données du travail américain.
Américains. La perception, elle est mauvaise. La perception de... L'entrée sur le marché du travail est quelque chose de plus compliqué aujourd'hui. Ah oui, mais clairement. Alors là, ce qui se passe sur le marché du travail, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la lisibilité des chiffres est très compliquée, avec ce qui s'est passé avec le shutdown, le fait qu'on n'ait pas eu la moitié du job report d'octobre. Enfin, donc, on a pas mal de problèmes de lisibilité. En revanche, quand on regarde à peu près toutes les données qu'on peut avoir, ce qu'on voit, c'est que depuis le Liberation Day, à peu près, le marché du travail est à l'arrêt aux États-Unis, quoi. Donc, c'est pas catastrophique parce qu'on n'a pas une explosion du chômage. C'est gelé, quoi. C'est complètement gelé. Et en fait, s'il y a eu des créations d'emplois, c'est uniquement dans le secteur de la santé. Hors secteur de la santé, il y a eu plutôt... Donc, si on prend tout le reste du secteur privé, c'est à peu près 80% quand même du secteur privé, on a plutôt des destructions d'emplois. Donc, c'est très léger, c'est pas beaucoup. Mais on voit que, finalement, le temps n'est pas aux embauches. Et le chiffre qui est sorti hier, l'ADP, c'était 41 000 créations d'emplois dans le secteur privé sur le mois de décembre, dont 39 000 dans les services à la santé. Si on arrive à la santé, ça fait à peu près presque zéro, quoi. Enfin, et là, il y a vraiment un marché du travail qui est à l'arrêt. On est complètement cette phase de low hiring, low firing, qu'a exposé Jérôme Powell plusieurs fois. Ça, on l'a vu dans le rapport Joltz d'hier, qui montrait que le taux d'embauche est le plus bas depuis 15 ans. Mais dans le même temps, le taux de licenciement, il est historiquement bas. Donc, on a un équilibre qui est très... On n'embauche plus, mais on qui est très bizarre. Mais voilà, il y a vraiment un marché du travail qui est complètement gelé. Et il ne faut pas grand-chose pour faire dérailler la machine. Et la Fed doit se préparer à ça et baisser les taux, quoi. Qu'est-ce que vous en dites, Thierry, de cet équilibre du marché du travail? Est-ce que ce low hiring, est-ce que ça peut durer? Est-ce que c'est soutenable? Et à ce moment-là, la Fed reste vigilante, mais sans avoir besoin d'en faire peut-être plus que nécessaire? Ou est-ce que c'est un équilibre forcément un peu instable et qui amènera la Fed à aller plus loin que 25 ou 50 BP de baisse de taux? Alors sur l'évolution, encore une fois sur les taux, je me répète souvent quand je viens vous voir, la Fed fera ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous en train de parier à chaque fois sur 1, 2, 3 baisses de taux. C'est un exercice dans lequel je ne rentre pas parce que la Fed, d'abord, on a tendance un peu à... C'est-à-dire ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est ramener j'attends les l'inflation à chiffres sur la base des 2%, chiffres. c'est soutenir la croissance, c'est permettre au gouvernement fédéral de s'endetter si d'autant plus on n'a plus la manne des tarifs. C'est quoi le job? Ça a été à un moment donné, je lutte contre l'inflation. Ouais. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'emploi depuis 6 mois. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Depuis Jackson Hole, quoi. Au mois de mai, il n'est plus là. Moi, ce qu'on essaie de dire à nos clients, c'est de dire ils sont 12 à voter. Il y a 7 membres du Board of Governors. Le reste, c'est des présidences tournantes. Il n'est pas tout seul, le président. Il insuffle forcément la grande tendance, mais lors du dernier résultat des votes qui a eu lieu, il y a quand même 2 d'entre eux qui mettaient pour une hausse de taux. Donc, Miran, qui est un petit peu le sous-marin de Trump au sein de la Fed, à tout seul, il ne fera pas bouger les choses. Donc quand je dis, voilà, si la Fed fera ce qu'il y a à faire, Vous ne croyez pas à l'idée, ou en tout cas, l'idée que le marché se mettrait à percevoir la Fed comme étant totalement aux ordres de Trump, ayant totalement capitulé sur l'idée d'indépendance? Vous ne croyez pas à ce risque-là? Moi, j'ai envie de vous dire, pour faire simple, Powell a eu raison sur tout. Mais depuis 1 an, il a eu raison sur tout. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu raison de freiner Trump dans ses ardeurs de baisser les taux. Vous imaginez aujourd'hui, on a un taux de croissance qui est au-delà de 4. En fait, bon, si en réel ou nominal, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais on a un taux de croissance qui est assez fort. Vous avez une inflation qui est relativement conjurée entre 2,5 et 3%. On aimerait 2, mais voilà. Donc, ça marche. Le bateau ne coule pas du tout. Les faits ont l'air de lui donner raison. Si vous aviez écouté Trump, s'il a écouté les sirènes de Trump, de baisser les taux, vous serez dans une situation de surchauffe de croissance économique, une inflation beaucoup plus élevée. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il aura raison encore cette année, il est parti dans quelques mois. Je dis juste que on va avoir, là en 2026, on va avoir les effets, enfin même pas que théoriquement, bénéfiques du One Big Beautiful Bill Act. Ouais. Voilà. Qui, il ne faut pas se mentir, beaucoup de choses existent déjà. La baisse des taux qu'il avait appliqués sur l'impôt des sociétés et des personnes physiques lors de son premier mandat ont été prorogées par Biden. Donc, il n'y a pas tellement de choses. Il y a d'autres choses qui viennent en supplément. On verra un petit peu quel sera l'impact. Voilà. Donc, et ça, je pense que c'est ce qui va, à mon avis, mener la Fed à être plus ou moins agressive dans les prochains mois. Mais
pour résumer, pour parler sans langue de bois, on est sur un scénario 2026 d'une croissance soutenue. En fait, pour tout vous dire, c'est un petit peu à pleurer d'ennui. Tout le monde pense la même chose en ce début d'année aux États-Unis. Tout le monde paraît sur une croissance soutenue, une poursuite de l'IA, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, un des gros sujets, c'est de savoir... C'est bien, parce qu'on sait déjà que ça ne va pas se dérouler comme ça, du coup. Non, je sais pas, il y a un des sujets... Il y a un truc qui lâchera quelque part. Il y a quelque chose qui ne fait pas consensus, c'est l'histoire de la rotation du marché. Je le sens, il y a beaucoup de résilience. On est dans un métier où les gens ont du mal à changer de logiciel. Lorsqu'ils ont gagné sur une thématique, basculer sur une autre, c'est très compliqué. Il faut vendre l'idée au sein on est en début d'année, toutes les gestions dans tous les instituts financiers. Voilà, comme si c'est tout que démarrait le 1er janvier, et ce qui n'est pas le cas, et on verra ce que ça donne. Bon, sur la Fed quand même, enfin l'emploi, la Fed et entre 25, enfin entre une ou deux baisses de taux complémentaires et 150 points de base de baisse de taux comme plaide encore Stephen Mayran aujourd'hui, où est-ce que le curseur peut atterrir selon vous, Nicolas ? Je pense que effectivement, ça peut être agressif. Je partage ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a vraiment un risque sur l'emploi. Je pense que les données qu'on a eues hier sur le JOLTS sont vraiment inquiétantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir quand même des mouvements assez importants. Donc, Mayran devrait sortir de la Fed ce mois-ci. Donc, on va avoir le remplacement qui aura lieu. Alors, il y a deux solutions. Soit, on va avoir le nom ce mois-ci, a priori, du prochain chair de la Fed. Alors, donc, pour l'instant, les probabilités, donc, c'est les deux Kevin, avec Kevin Hassett et Kevin Warsh. Très bien. Et faible probabilité, mais on va dire que je croise les doigts, on espère toujours, avec Chris Waller. Mais de toute façon, je pense que Chris Waller va écraser intellectuellement le prochain chair. Donc, de toute façon, ça sera plutôt... Il sera une voix importante toujours aussi. Il sera la voix la plus importante, à mon avis. Et il l'a été sans doute aussi ces dernières années. Et qui va avoir un ascendant intellectuel sur peu importe la personne, sur la personne qui arrive. C'est lui le shadow gouverneur, quoi, en fait. Oui, pour un oui. Shadow président. Donc, la meilleure solution, ça serait qu'il soit chair, évidemment. Et sinon, ça va être quelque chose d'un peu plus... compliqué, mais le problème, c'est que s'il met Kevin Hassett, qui est le plus proche de Trump là-dedans, je pense qu'on a vraiment quelque chose qui devient un peu, je dirais pas guignolesque, mais c'est pas digne de la Fed, à mon avis. Kevin Warsh, à mon avis, n'est pas beaucoup plus digne de la Fed, même s'il l'a déjà été, parce qu'il a une vision qui est tellement radicalement opposée à comment la Fed a évolué sur les 15 dernières années, qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là. Par contre, s'il mettait effectivement Chris Waller, et même je pense que la bonne solution peut-être, pourquoi pas garder Mayran, parce que même si on s'est pas mal moqué de lui, j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant conceptuellement et qu'en fait il a apporté pas mal au débat, donc très bien. Et que si on avait un board qui était dirigé par ces gens-là, on aurait sans doute quelque chose qui serait très réactif, évidemment hyper pro-croissance, donc à mon avis. Mais très réactif, c'est des jumbo cuts s'il faut. Je pense s'il y a le moindre risque, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et quand on voit d'ailleurs ce qui a été fait, notamment sur la structure, alors du QE qui n'est pas un QE, mais qui est quand même vaguement un QE, qui a été annoncé le mois dernier. Comment ils appellent ça ? C'est le RMP. Programme de... C'est quoi le RM Management. Reserve Management Programme. Oui, d'accord. RMP, oui, c'est ça. Et en fait, parce que le QE, c'est en gros, on achète de la dette de long terme, et donc on écrase, on fait de la demande, et là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait... pas manipuler les taux longs, là. En fait, on propose au Trésor de venir le placer sur le court, et donc en fait, on réduit l'offre. Donc en fait, au lieu d'augmenter la demande du long, on réduit l'offre, et donc en fait, oui, on fait du QE. Et donc, ce qui permet de mettre un cap sur les taux, éventuellement d'avoir un effet sur le forex, donc sur le baisse du dollar si jamais il y avait un problème. Mais voilà, mais on soutient la croissance, et ce qui montre qu'on a des autorités qui sont quand même alignées sur le besoin de ce qui est fait aux États-Unis. Et tout ça sans risque inflationniste supplémentaire. Moi, je ne vois pas de risque inflationniste aux États-Unis aujourd'hui. On a eu les tarifs, on a une croissance qui est très forte. Donc la Fed admet que l'objectif maintenant c'est 3% et c'est plus 2. Alors. Et puis là, en fait, non mais enfin c'est une vraie question, Nicolas. Il faut regarder ce que implicitement elle accepte que ce soit 3 et plus 2. Et on a eu le Père Noël pendant les vacances. On a eu Bessent qui a fait une interview que j'ai trouvée assez intéressante. Vous avez été gâté. Voilà, qui nous a dit qu'il avait, que lui considérait que le jour où on retournait à 2%, en fait, on pourrait avoir une cible qui était entre 1 et 3%. Évidemment, le 1%, c'est au cas où vous avez une productivité super forte qui vous permet d'avoir quelque chose qui est en nominal est stable entre 4 et 5%, mais si jamais on n'y arrive pas, on n'hésite pas d'avoir une inflation à 3%, et donc on supporte la croissance quoi qu'il en soit. Mais quand on prend ce cadre-là, en fait, ça vous fait ce qu'on appelle le nominal GDP, enfin du target de nominal GDP. Le PIB nominal, on cible le PIB nominal. On cible le PIB nominal, et ce qui, en fait, quand on regarde les données américaines depuis pas mal d'années, en fait, ce qui correspond à peu près à ce qui a déjà été fait dans la réalité, et donc il y a effectivement une poursuite de la croissance, et qui est exactement l'inverse de ce qui est fait en Europe, par exemple. Ah ouais.
Je vous promets, on va parler d'Europe, Nicolas, mais on en parle en creux déjà, d'une certaine... Non, mais d'accord avec l'idée, parce qu'il y a quand même des gens dans le marché légitimes, qui s'inquiètent, oui, d'une résurgence du risque inflationniste dans le cas d'une Fed qui couperait aveuglément ses taux, ou en tout cas, peut-être avec un biais trop orienté sur un soutien à la croissance par rapport à une inflation qui est pas revenue à la cible, encore une fois. Alors déjà, je voudrais dire que j'étais 100% d'accord avec ce que Nicolas a dit sur la Fed. Ah oui. Le seul truc que je pourrais ajouter, c'est, même si c'est peu probable, c'est le 21 janvier, c'est une date qui est super importante pour la Fed parce qu'il y aura l'audition qui concernera le limogeage de Lisa Cook. Ah, oui. Et c'est peu probable, à mon avis, que le limogeage soit validé. Et si ça l'était, là, Trump change tout le monde, change l'équipe, quoi. Hein. On fait sortir, on remet l'équipe des remplaçants. La Cour suprême a quand même déjà limité la possibilité de... Non, elle a simplement posé... dans le cas de la Fed, ils ne se sont pas prononcés. D'accord. Ils ont mis en suspens, en fait, le limogeage de Lisa Cook. Ah ouais, okay. Et le 21 janvier... pourraient apprendre, donc ils ne rendront pas leur jugement ce jour-là, mais on entendra les positions un peu des uns et des autres à la Cour suprême, on pourrait apprendre qu'il y a une majorité qui se dessine en faveur du limogeage de Lisa Cook. Et dans ce cas-là, ça deviendrait... C'est une porte ouverte qui se là, rouvre. ça changerait tout, hein, ça changerait vraiment tout. Bon, probabilité faible, mais quand même vraiment à suivre. Sinon, après, moi, ma position par rapport à ça, c'est que... actuellement, la croissance américaine, elle est faible. Ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'elle est faible. Il n'y a rien de catastrophique, mais il y a vraiment des éléphants, des arbres qui cachent la forêt, quoi. Ouais. On a vraiment les investissements dans l'IA qui ont été très forts sur 2025, qui ont tiré très fortement... Sur 1 ou 2 trimestres, d'ailleurs, hein. Oui, mais... Quand je regardais la décomposition trimestrielle, c'est vrai qu'en fin d'année... Oui, c'était... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore d'autres soutiens dans la croissance américaine. Oui, il y en a, mais bon, si on regarde par exemple le scénario de la Fed pour 2026, ce qu'il expliquait en conférence de presse, Jérôme Powell, c'était quand même que la croissance serait forte, surtout parce qu'il y aura des investissements dans l'IA, quoi. Enfin, leur scénario, à eux, c'est ça. Ça repose là-dessus, quoi. Bah, c'est en bonne partie ça, il n'y a pas que ça, mais c'est en bonne partie ça. Et en fait, quand on regarde, déjà, un peu le marasme sur le marché du travail, quoi. Enfin, c'est plutôt une dégradation, très lente dégradation du marché du travail déjà depuis 3 ans. Ça ne correspond pas avec une économie qui est en plein boom, quoi. Donc, je pense que la progression de l'activité économique est relativement faible aux États-Unis, qu'il y a pas mal de secteurs qui sont à l'arrêt. Et puis, tout simplement, si on regarde les profits des entreprises hors tech, franchement, ça fait 3-4 ans qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, c'est seulement en train de changer. C'est seulement sur la fin 2025 on a vu des choses qui étaient en train de s'améliorer sur les profits hors de la tech aux États-Unis, en particulier sur le secteur de la santé. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie de l'économie américaine qui a besoin finalement de ces baisses de taux. Pas qu'il y ait de problème sur la capacité de ces groupes à dépenser encore dans les infrastructures d'IA. Il ne faut pas qu'il y ait de problème de marché qui empêcherait ou qui freinerait la capacité de ces groupes à déployer des capex. Ça fait partie des risques de l'année 2026. Est-ce qu'il y aura assez d'électricité, par exemple, entre autres. Est-ce qu'il y aura assez de capacité de mémoire aussi? C'est des questions qui se posent. Bon, oui, il y a un problème d'offre de ce point de vue-là, effectivement. Bon, ça nous amène à l'idée de la rotation ou non du marché américain, Thierry. Vous commenciez à en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, notre stratégiste a fait un papier en décembre qui était assez intéressant. Il a posé la question suivante. Il a fait le constat que depuis 2023, sur la crise des banques qu'on a eue à l'époque, on a eu 4 faux départs sur les thématiques des cycliques quand on parle de rotation. Alors, l'histoire des small cap ou mid cap, je ne rentre pas dans cette granularité-là. Je me demande juste si, en fait, effectivement... parce que les dernières années, en fait, n'ont pas été linéaires sur l'univers des magnifiques 7. Hein. On parle de l'IA depuis fin 22. 23, c'est vraiment les 7. 24, c'est beaucoup Nvidia qui a porté le marché. Et quand vous regardez l'année qui vient de s'écouler, sur un marché, le SPI qui fait 17% de hausse, vous en avez que 2 qui ont surperformé. Oui, c'est ça. C'est Google et Nvidia. Les autres, c'est en dessous. Donc, faut nuancer. Donc, la contribution relative des magnifiques 7 à la perf du SPI ne fait que décélérer. Donc, le travail qu'a fait mon stratégiste était assez intéressant. Il fait le constat qu'on a eu 4 faux départs
Et il fait le constat qu'on évoquait à l'instant depuis octobre dernier. De nouveau, on constate qu'il y a une espèce de rattrapage. Vous voyez sur les indices C'est le Dow Jones qui bat des records en ce moment. Le Dow Jones, vous avez le S&P Equal Weight, les mid-cap qui refont un record. Donc, il y a pas mal d'éléments. On peut déjà le constater. On ne peut pas le nier. La question, c'est est-ce que c'est un 5e faux départ ou pas? Et donc, pour répondre à cette question, il a fait une chose, il a créé un indice. Alors, il a un indice de cyclicité, comme il l'a appelé, et il a mis dedans 20 paramètres. Alors, on peut débattre des paramètres, il y a un peu de tout. Il y a les mises en chantier de logement, les applications pour les hypothèques, vous avez la masse monétaire, vous avez les ventes de véhicules neufs, anciens, etc. On peut discuter de la pertinence de ces indices. Ce qui est ressorti lorsqu'il a un petit peu secoué le cocotier, pour parler simplement, c'est qu'en fait, il a fait le constat sur les 12 derniers mois qu'il y a certains indices qui étaient en forte accélération et pas d'autres. Bon. Et ceux qui étaient en forte accélération, c'était entre autres, par exemple, les spot tracking, c'est les tarifs pour tout ce qui est le transport routier. Ça dénote de l'accélération de la croissance. Il a parlé aussi des applications sur les achats immobiliers. C'est en forte croissance, etc. Et tous les indicateurs qu'il a identifiés sont des leading indicators, ce sont des indicateurs pour lui qui donnent une tendance. Donc, nous, notre pari sur 26, c'est de vouloir croire que... Ce que disait Templeton, this time it's different, cette fois c'est différent, et que peut-être, voilà, donc on verra, dans ce métier, il faut être parfois aussi être... Et donc que le marché peut avoir un profil plus cyclique. Oui, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment sur les US. Alors, on se garde toujours une porte de sortie, on ne lâche pas l'IA, on dit, voilà, vous parliez des CAPEX à l'instant, le montant sur les hyperscalers, on parle de 450-500 milliards, c'est beaucoup d'argent, on attend aussi un retour sur investissement. Quand vous voyez hier des dossiers qui ont lâché du terrain comme Hewlett-Packard, comme Dell ou autres, c'est parce que quand vous avez un acteur qui était Inix, je crois, qui a fait parler de la forte hausse des prix sur les puces de près de 70%, à un moment donné, dans la chaîne de valeur de production, vous allez impacter des marges des acteurs qui vont vous livrer, on va dire, le produit fini. Dell, ça fait des serveurs, bon, et voilà. Et là, et la baisse d'hier, c'est ça, c'est une réaction à ces hausses de prix. Donc, il faudra voir aussi la capacité qu'auront un certain nombre d'acteurs dans la tech de pouvoir, dans toute la chaîne de valeur, ou répercuter les hausses des prix ou pas. Et là, le marché pourrait être, à mon avis, assez sévère. Ah ouais. Et ça, c'est un rendez-vous pour 2026. Ah oui. Cette histoire de rentabilisation des CAPEX. Alors, on aura déjà un peu de lisibilité parce que dans 8 jours, on commence la publication du Q4 aux US. On va commencer avec les grandes banques. Très important. On verra, dans un premier lieu, vu qu'on parlait du consommateur tout à l'heure, est-ce qu'il y a une dégradation au niveau de l'utilisation des utilisations des cartes de crédit, des défauts de paiement, voilà le mot que je cherchais. Ou voilà, ça sera la première indication. Mais sur le reste, ça sera aussi intéressant. Bon, un mot de l'Europe, du coup, Nicolas, effectivement, c'est le gouverneur de la Banque du Portugal aujourd'hui qui nous dit, mais comme d'autres, que la BCE est en position confortable, qu'il n'y a pas de raison, si l'inflation poursuit sa trajectoire telle qu'on l'observe aujourd'hui, qu'il n'y a pas de raison que la BCE sorte de ce statu quo qu'elle juge toujours confortable, y compris quand on est gouverneur d'une banque centrale d'un pays dit périphérique. We are in a good place, et c'est le mot. C'est une erreur collective massive, là. Moi, je pense que oui. Et en fait, au sein de la BCE, en fait, quand on regarde, si on prend la zone euro, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont poussé la croissance de la zone euro depuis la période Covid, qui sont un peu extérieures. En fait, on regarde les données. Alors déjà, si on enlève l'Irlande, on peut enlever une partie. Il y a eu le super bonus italien, qui était une partie en fait assez considérable du mouvement. On a ensuite tous les fonds qui ont été dépensés par le NGEU. Et en fait, donc c'est difficile d'avoir des données propres sur la zone euro. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est je prends juste la France et l'Allemagne, qui ne sont pas inclus dans le NGEU, qui est le corps, en fait, c'est quand même 50% de la zone euro. Et là-dedans, je reprends uniquement le secteur privé. Donc, en fait, ce qui est mesuré très fréquemment par les États-Unis, de ce qu'ils appellent le PDFP. Donc, c'est vraiment, vous prenez la consommation des ménages et vous prenez l'investissement des entreprises. La demande finale privée, quoi, le vrai cœur de l'économie. Et en termes réels, en fait, si je prends l'Allemagne et la France agrégées, en fait, depuis 2019, c'est 0. Aux États-Unis, c'est plus 18. Donc, c'est 18% de croissance. Depuis la première hike de la BCE, c'est moins 1% en Europe. En 3 ans, c'est quasiment plus 9 aux États-Unis. Enfin, c'est absolument invraisemblable. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste, c'est en fait, on a de la croissance qui vient de facteurs exogènes, mais par contre, ce qui dépend vraiment de la politique monétaire, c'est-à-dire le secteur privé, lui, en fait, sert en gros d'amortisseur de tout ce qui se passe pour le reste. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire notre secteur privé en Europe.
on va dire, pour compenser les effets de ce qui a été fait, justement pour contrer ces politiques-là. Mais aujourd'hui, le secteur privé, encore une fois, France-Allemagne, c'est 0 en 6 ans. Enfin, il n'y a pas d'équivalent depuis 45. Et c'est un sujet de politique monétaire ou pas, Nicolas Pereira c'est celui qui parle aujourd'hui, donc c'est pour ça que je cite en exemple. C'est clairement... Ce n'est plus... La BCE a fait le job. On a fait notre travail pour apporter notre soutien à l'économie. Dans le policy mix, il y a maintenant la place des gouvernements, des budgets, de la réglementation. C'est à eux de stimuler la croissance. Eh ben, je ne le crois pas, parce que justement, c'est ce qui a été fait. Et en fait, quand on voit par exemple le plan allemand, et en fait, le plan allemand, ça va être un plan de relance, en fait, qui va faire encore de la dépense publique. Mais en fait, ce qui va être fait, c'est qu'on a, et ce qui avait été annoncé par Schnabel, l'éventuelle hausse de taux, par exemple, maintenant qui est pricée plutôt pour début 2027, c'est en fait un effet qui permettrait de compenser justement le surplus de demande qui va être généré par l'Allemagne. Donc, si on vient contrer cela pour faire payer au secteur privé ce qui est mis en place par le secteur public, mais c'est exactement à la séquence à laquelle on assiste depuis 6 ans. Le résultat, c'est qu'en Europe, la croissance du secteur privé, encore une fois, depuis 45, il n'y a pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire vraiment notre secteur privé. On a une banque centrale qui dit au même moment « we are in a good place », et au même moment, on a un euro qui est donc au plus haut historique, qui atteint son plus haut historique le 16 décembre dernier. Face à toute devise. Alors même qu'on est dans une guerre commerciale la plus forte aussi à ce moment-là. Enfin, c'est une stratégie qui est suicidaire, comme si, en fait, on ne s'était pas rendu compte de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et we are in a good place. Ouais. Comment on sort de ça ? On peut en sortir ou pas ? De ce statu quo confortable ? J'ai accueilli très favorablement l'interview d'Emmanuel Macron à son retour de Pékin, en disant qu'il y avait vraiment un problème BCE, en disant qu'il y avait un problème aussi avec les tarifs chinois, et qu'il fallait peut-être en mettre en place. Donc ça passe par une pression politique ? Il y a évidemment une pression politique à mettre en place. On a le G7 qui va être dirigé par la France. J'ai peur, par contre, que le poids politique ne soit pas suffisant pour qu'on arrive à quelque chose. Et surtout, je vois qu'en face, on a une Allemagne qui, aujourd'hui, en fait, est dans cette situation-là, mais va avoir son plan à elle, qui va protéger l'Allemagne indirectement, mais relativement. Donc, pourrait bénéficier de la situation en Europe par rapport aux autres pays européens. Mais tant pis pour les autres. Bon, c'est vrai que du strict point de vue de l'inflation, alors elle est à 2% aujourd'hui, mais ouais, dans un pays comme la France... on régresse vite sous 1% d'inflation en rythme annuel. Oui, on y est depuis un moment, hein, mais là, encore un dixième en moins le mois dernier, quoi. Mais en fait, pour continuer ce que disait Nicolas... Oui, vous n'êtes pas seul, Nicolas. Non, mais, quand je disais erreur collective massive, c'est au sein de la Banque Centrale Européenne. Parce en que fait, dans le monde des marchés, là, je crois que la BCE peut se targuer d'être la banque centrale la plus indépendante du monde du pouvoir politique. Ben, on se rend compte que ça peut avoir un coût économique, quoi. Enfin, là, vous dites pas qu'on est en train de préserver quelque chose quand même qui a de la valeur sur le long terme ? Non, j'en sais rien. Parce qu'on a quand même beaucoup débattu de ces sujets, de ces questions d'indépendance. En fait, je veux dire, quand on a vu la Fed commencer à vaciller, on s'est dit, oulala, mais en fait, attention, c'est grave. Ce que dit Nicolas, c'est que il y a vous me dites si je me trompe. C'est qu'il y a vraiment une focalisation sur des chiffres d'inflation de très court terme, avec assez peu d'analyse finalement de l'évolution, des grandes masses et des grandes évolutions de l'économie, le tissu industriel, la guerre commerciale, etc. Et ça rentre finalement assez peu dans l'analyse de la BCE. De ce qui sort des conférences de presse, en tout cas. Et c'est probablement une erreur, quoi. Quand on voit l'évolution des relations commerciales entre l'Europe et la Chine et l'explosion des exportations chinoises vers l'Europe, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est quelque chose qui est au moins désinflationniste, même si ça ne se voit pas forcément encore bien dans les chiffres, quoi. Mais c'est quelque chose qui va arriver, quoi. Nicolas, il y avait un point que je trouvais extraordinaire, c'était Isabelle Schnabel a parlé le mois dernier en disant que en fait, il y avait les importations européennes en provenance de Chine étaient en train de baisser. Et en fait, elle a raison, c'est qu'en nominal, ça baisse. Oui. Sauf que le déflateur est à moins 18, c'est-à-dire qu'en volume, ça explose. Les prix n'arrivent pas à baisser. Voilà, mais les volumes explosent. C'est-à-dire que, et en fait, c'est un espèce d'angle mort. Alors, elle est brillante. Elle est consciente. Oui, elle est consciente. Elle sait très bien ce qu'elle dit. Et en fait, c'est juste un moyen de masquer une réalité qui est en train, effectivement, d'effacer la production européenne. Mais ce qui est un peu troublant là-dessus, c'était qu'au début de la guerre commerciale, Christine Lagarde parle des réallocations des flux commerciaux. Et là, on se dit, waouh, justement, c'est un facteur. Et oui, ils en ont parlé au tout début. Puis alors, c'est complètement sorti du discours. Ils n'en parlent plus du tout. Et on voit que les transferts de petits colis de la Chine vers les États-Unis se sont effondrés. En revanche, vers l'Europe, ça a
explosé, quoi. Ça a complètement pris le relais et cette histoire de flux, c'est en train de se matérialiser, quoi. Il faudra attendre encore quelques semaines pour les retours des banques centrales, 27-28 janvier pour la première réunion de la Fed cette année, et ce sera le 5 février pour la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bastien Dreux, CPR Asset Management, Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, et Thierry Gill, Raymond James France.